Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors Ptolémée II ne rompt pas tout de suite avec cette politique. En 272-71 avant Jésus-Christ, Ptolémée II Philadelphe, celui qui aime sa sœur, et sa sœur épouse, Arsinoé II, font l'objet d'un culte spécifique qui donne lieu à l'instauration d'une nouvelle fête à Alexandrie, les Théadelphia, la fête des dieux frères et sœurs, si vous voulez. Cette fête est destinée à honorer la mémoire d'Arsinoé, morte prématurément en 270 avant notre ère. Ptolémée II étend le culte dynastique aux populations égyptiennes et il fait entrer le pouvoir royal, à ce moment-là, au cœur des temples. Les sanctuaires se voient alors obligés d'ériger des statues en l'honneur du couple royal au sein même du naos, aux côtés de celles des divinités locales. D'autres statues des souverains sont dressées dans les parties des lieux de culte accessibles au public, comme les cours. La fête des Théadelphia prend alors une dimension, nationale, globale. Le temps d'une journée, l'ensemble des habitants de l'Égypte est convié alors à célébrer le couple royal. Les communautés locales égyptiennes sont ainsi au diapason de la capitale grecque, même si le déroulement des cérémonies donne lieu, à des aménagements locaux. Dans le quartier grec des petites villes, les prêtres honorent les souverains lagides par le simple sacrifice d'une chèvre. L'instauration du culte d'Arsinoé est surtout l'occasion pour le pouvoir lagide de conduire l'une des plus importantes réformes fiscales de l'histoire égyptienne, l'institution de 2 nouveaux impôts appelés apomora. Sous prétexte de financer les nouvelles obligations liturgiques qu'elle impose au sanctuaire, la couronne crée la première apomoira, apomoira, je ne sais pas comment on prononce ça, qui se divise en 2 prélèvements. L'un concerne 1/6 de la production des vignobles, l'autre touche 1/10 de celle des jardins. Le pouvoir met alors en place une source de revenus supplémentaires en faveur des clergés égyptiens. Une partie de ces montants est effectivement reversée aux institutions religieuses sous la forme d'une subvention nommée syntaxis. Ptolémée II dote alors la couronne d'une arme politique qui lui permet de peser directement sur le financement interne de l'ensemble des temples égyptiens. On peut s'imaginer que les clergés sont les plus empressés à servir les intérêts de la monarchie et que leur zèle se voit alors récompensé au moment du versement de la subvention royale. Cette réforme fiscale constitue donc un terrain d'entente entre la couronne et les élites sacerdotales. Le nouvel équilibre politique institué par cette réforme explique en tout cas partiellement le fait que les nombreux impôts et servitudes décidés par le pouvoir lagide sur les bains, les digues, les animaux aient pu être appliqués sans signe apparent en tout cas de révolte dans la population. Exonérés de ses charges et de ses corvées, liées à la couronne par le biais de la réversion de l'apomoira, les prêtres bénéficient désormais d'une place à part, garantie par le pouvoir macédonien. Le roi s'attache comme ça les élites locales. Il évite les potentiels mouvements de contestation. Ptolémée II considère les différents clergés comme une seule et unique entité politique, disposant de ses privilèges, mais ayant aussi l'obligation de servir la monarchie. Les souverains lagides nomment successivement les membres d'une même lignée à la tête de ce clergé qui se succèdent au poste de grand prêtre de Ptah. En 2 générations, ils acquièrent des prérogatives qui les placent au premier rang de l'ensemble des prêtres d'Égypte. Le premier grand prêtre de Ptah, nommé par les Lagides, est un certain Essisout Pétoubastis, qui occupe d'abord la charge d'intendant du temple de Memphis, avant que Ptolémée II ne lui confie la gestion financière du culte dynastique et le placer à la tête carrément du clergé memphite. Son fils, Anos, lui succède. Il est d'abord scribe comptable royal, une charge qui le relie étroitement à l'administration de l'apomoira. Il est le premier de la lignée à porter le titre de directeur des prophètes de tous les dieux et déesses de Haute et Basse Égypte, un titre qui apparaît au 2e millénaire, mais qui était tombé dans l'oubli. Son autorité s'étend donc à l'ensemble du clergé d'Égypte. Son fils, Théos, celui qui conduit tous ceux qui entrent vers les saints des saints, il entre dans la maison du roi, à toutes ses fêtes, devant tous les prêtres et tous les prophètes des temples de Haute et Basse Égypte. Il est le premier à être convoqué par le roi parmi ces grands dignitaires de l'Égypte. Et c'est comme ça que se présente sur une stèle funéraire celui qui l'a fait élever près de sa tombe. Cette épithète montre la prééminence de Théos sur
sur tous les autres membres du clergé. Mais il ne bénéficie quand même pas du titre de Philo-Basileus, ami du roi, porté par les membres de l'entourage immédiat des souverains lagides. Il n'appartient donc pas au cercle étroit où se recrutent les principaux responsables de l'administration royale et de l'armée. Le sommet de la hiérarchie étatique reste donc inaccessible aux prêtres égyptiens. Alors ils sont, si vous voulez, on ne peut pas passer à côté, ils sont très importants, ils sont même vitaux, on ne peut pas passer à côté de la religion, mais ils n'ont pas les postes et la hiérarchie au sein de l'État. La gestion politique des institutions religieuses égyptiennes constitue, si vous préférez, un monde à part au sein de l'État lagide. Le souverain convoque effectivement régulièrement les synodes, des assemblées qui regroupent l'ensemble des élites sacerdotales qu'on va retrouver dans la culture chrétienne. Je reviendrai d'ailleurs bientôt sur une émission sur la naissance de la chrétienté, notamment en France, sur le fait que cette chrétienté est grecque pour une grande partie. Mais c'est une autre histoire, je ne voudrais pas m'étendre trop. Bref, donc le souverain convoque les synodes. C'est un usage qui remonte au milieu du IIIe siècle pour participer à de vastes assemblées qui se tiennent le plus souvent à Memphis ou dans la région d'Alexandrie. Eh bien, il donne ensuite lieu à la promulgation de décrets trilingues, rédigés en écriture hiéroglyphique, démotique et grecque. Tiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et la plus fameuse est celle qui s'est tenue sous le règne de Ptolémée V, en 196 avant notre ère, grâce à la pierre de Rosette. La pratique synodale semble consécutive aux efforts entrepris par Ptolémée II pour donner au clergé égyptien l'unité nécessaire à son instrumentalisation politique par le pouvoir lagide. Formellement, les décrets synodaux s'apparentent aux décrets honorifiques qui ont été pris dans les cités grecques pour remercier un bienfaiteur. La liste des services rendus est inscrite sur une stèle placée bien en évidence pour que chacun ait conscience de ce que la communauté doit à celui qui est ainsi honoré. Les décrets synodaux lagides sont rédigés donc en 3 langues, comme je vous le disais tout à l'heure, et affichés à la porte des temples. Ils sont destinés à faire connaître au peuple égyptien les bienfaits accomplis par les lagides au bénéfice des dieux et de la population. Vous avez ça aujourd'hui dans les musées, par exemple, avec, c'est grâce à l'entreprise bidule, l'entreprise machin et l'entreprise truc. C'est la même chose. Il peut s'agir, par exemple, à l'époque, d'une aide alimentaire apportée en cas de mauvaise crue, d'une réduction des taxes ou, plus généralement, de remercier le roi d'avoir défendu le pays contre une invasion étrangère. Les synodes donnent alors aux monarques macédoniens les moyens de réformer l'organisation interne des institutions religieuses égyptiennes avec une efficacité inédite. En 238 avant notre ère, les prêtres égyptiens, réunis à Canope, près d'Alexandrie, acceptent alors d'ajouter une 5e section aux desservants du culte, ce qui entraîne un accroissement de 20% du nombre des prêtres. Eh bien, par cette manœuvre, Ptolémée III Évergète élargit le cercle des élites locales qu'il est en mesure de contrôler par les institutions religieuses. Les élites religieuses parviennent donc à trouver leur place maintenant au sein de l'organisation politique mise en place par les lagides. Alors ce que je vous propose, c'est que dans une prochaine émission, on entre plus dans les détails sur les temples égyptiens, les palais, bien entendu, les innovations agricoles de l'époque ptolémaïque, qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on aille vraiment dans les détails, qu'on parle de tout, des déserts, de la situation extérieure aussi, parce qu'il ne s'agit pas non plus de parler uniquement de l'intérieur, parce que guerre à l'intérieur, guerre à l'extérieur, peut-être, mais surtout guerre à l'extérieur, paix à l'intérieur. Je vais revenir sur Ptolémée III et Vergète, très important dans cette dynastie ptolémaïque. Vous allez voir, en fait, il y aura plein d'émissions. Je pense qu'on va faire 3 émissions sur les Ptolémées. Ptolémée Épiphane, notamment. On va revenir un peu sur tout ce petit monde. Et puis, on parlera de la fin également de cette Égypte ptolémaïque. Bref, vous avez encore beaucoup d'Égypte à avaler, si ça vous plaît, bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.